Étudiantes et étudiants, bonjour. Dans une entreprise industrielle, le, le process ou son activité, elle commence par l'achat de matières premières, puis ces matières premières sont transformées en produits finis. Ces produits finis sont vendus sur le marché. Donc on est dans une entreprise, dans une activité industrielle, dont son organisation interne, elle est composée de plusieurs fonctions, dont la fonction achat-approvisionnement, et ce que nous allons voir maintenant, c'est la fonction de production. Et la production, c'est la transformation des facteurs, des inputs, qui sont les matières premières, pour obtenir des biens ou des services, ou bien des biens et des services en même temps, dont les caractéristiques sont définies commercialement au préalable. Je prends le cas d'une entreprise qui va être créée pour la première fois. Donc, le responsable de l'entreprise va définir d'abord quels sont les biens et les services qu'il va produire et les prix de vente qu'il va appliquer en fonction du marché, des besoins du marché. Ensuite, il va définir les facteurs de production, c'est-à-dire les équipements, les matières premières, le personnel, les individus, etc. Puis, dans un troisième lieu, il va sélectionner les procédés de fabrication, c'est-à-dire quelles sont les combinaisons qu'il va faire pour produire, quelles sont les combinaisons de facteurs optimales pour produire un produit de qualité à moindre coût. Et enfin, il va chercher quelle forme d'organisation interne, c'est-à-dire quelle structure il va adopter. Et ces décisions sont ce qu'on appelle des décisions stratégiques. C'est ce que nous allons voir et ce que vous allez maîtriser au terme de cette présentation. D'abord, vous allez maîtriser les décisions stratégiques, à savoir le choix, le système de production. Donc l'entreprise doit choisir un système de production. Une fois le système choisi, elle doit choisir un mode de production. Ensuite, il va choisir la politique de production. Donc vous allez maîtriser ces différents types de composantes de décisions stratégiques. Après, on va étudier la gestion, comment gérer la production. C'est-à-dire, selon l'organisation interne, l'organisation de la fonction de production, nous allons étudier les différents modes de gestion de la production et nous allons étudier également quels sont les objectifs de la logique productive, notamment la qualité, la flexibilité et la productivité. Enfin, nous allons voir comment évoluent les techniques de production. Alors, commençons d'abord par le choix du système de production. L'entreprise peut opter ou adopter plusieurs systèmes. Il peut choisir, par exemple, de produire pour le stock. Elle produit et elle stocke pour vendre par la suite. C'est le cas, par exemple, de la fabrication automobile. Les entreprises fabriquent, elles stockent pour vendre par la suite. Donc, c'est de make to stock. Production pour le stock. Elle ne produit pas pour vendre sur le coup, directement,
mais elle produit et stocke. Donc ce système de production, elle est pratique pour le cas où il y a un éventail restreint de produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits à fabriquer. Quelques produits, un ou deux types de produits, l'entreprise les fabrique. Donc elle a un éventail, un ensemble de produits qui est restreint. Elle ne produit pas beaucoup de produits différenciés, diversifiés. Un seul ou deux, ou trois, donc quelques, c'est limité. Et quand il y a la possibilité de prévoir la demande et anticiper la demande. Donc l'entreprise peut connaître la demande. Quand la demande est stable, et l'entreprise peut prévoir, par exemple, la demande. La demande, l'année prochaine, sera 2. Elle connaît, parce que la demande est stable et elle connaît quel est le volume de demande, le niveau de demande qui a été fait cette année. Et étant donné que la demande est stable, elle peut connaître, grosso modo, elle peut connaître exactement la demande future. Dans ce cas, elle peut produire pour le stock. Et ensuite, lorsqu'il y a un écart entre un délai entre le temps de production, le temps de réalisation de production et le délai commercial. Quand elle produit, puis elles vont par la suite. Et quand il est avantageux également de produire en masse. Deuxième choix du système de production, c'est la production à la commande. C'est-à-dire lorsque la production sur commande ferme du client. Quand le client passe une commande définitive, à ce moment-là, on produit sur commande. Donc la production ici est vendue avant la fabrication, parce que la commande est déjà faite. Le troisième système de production, c'est la production à l'unité ou au projet. C'est le cas lorsqu'une entreprise fabrique par exemple un port, ou un aéroport, ou une autoroute, où il produit un film, où il fabrique un navire, un bateau. Donc, c'est à l'unité, ou un stade. C'est à l'unité. Dans ce cas, la production et la livraison se fait sans stockage. C'est direct. Elle produit et elle livre. Elle ne stocke pas un navire ou un film. Donc, elle le donne directement. Le quatrième système, c'est la production en grande série. C'est-à-dire, lorsque les composants ou les produits sont standardisés ou interchangeables, les produits sont substitutifs, c'est-à-dire que les produits se fabriquent de la même façon. Les pièces ou les produits se font de la même manière. Il n'y a pas de différenciation entre les produits. Dans ce cas, par exemple, lorsque HP fabrique des souris pour ordinateur. Donc, c'est la même souris. Donc, ils sont des produits standards. Et c'est toujours les mêmes. La même souris peut l'appliquer à tous les ordinateurs. Ils fabriquent donc en grande quantité. Car les produits sont interchangeables. On peut interchanger le produit sans problème. On peut substituer un produit par un autre sans problème. Donc, on fait ce qu'on appelle en grande série. Et le cinquième système de production, c'est la production en continu ou en process. C'est-à-dire que la production ne s'arrête pas quand elle commence.
C'est le cas, par exemple, quand on est dans une sidérurgie ou dans une raffinerie de pétrole. Quand on comme dans un minerai de fer, la transformation des minerais de fer, ou dans une dalle d'un immeuble, on coule la dalle de béton. Donc quand on commence la dalle, on ne l'arrête pas jusqu'à ce qu'on la termine. Parce que si on l'arrête, tout est foutu, tout devient inutilisable. Donc il faut commencer et terminer la dalle. Comme on veut, par exemple, transformer de l'or en lingots ou en bijoux. Quand on commence, on n'arrête pas. C'est le système de production. Donc, une fois le système de production choisi, et l'entreprise choisit le mode de production, c'est-à-dire elle le choisit en fonction du caractère de la demande. Notamment, lorsque la demande est stable, donc si la demande est stable, l'entreprise offre des produits standardisés. Parce que la demande est connue, et les fermes, elle est connue. Donc, elle fait un produit standardisé, interchangeable. Et lorsque le cycle de vie de produit est long, ensuite, le système de production, dans ce cas, elle cherche le volume et le coût. Elle cherche ce qu'on appelle l'économie d'échelle. C'est-à-dire, on produit en grande quantité pour minimiser le coût. Je vous donne un exemple. Par exemple, si l'entreprise, elle produit 10 unités qui lui coûtent 10 dirhams. Donc, pour chaque unité, il y a un coût, il supporte un coût de 1 dirham. Maintenant, avec ce même coût de 10 dirhams, elle va produire non pas 10, mais elle va produire 20. Donc, 10 divisé par 20, ça donne 0,5. Regardez, de 1 à 0,5. Donc, le coût a diminué de moitié. Supposons qu'il va produire 40. Donc, 10 divisé par 40, c'est au lieu de 0,50, ça devient 0,25. Donc, le coût a encore baissé. Si elle produit 100, 10 divisé par 100, c'est 0,10. Le coût a encore diminué. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, on augmente la production répartie sur le même coût, ce qui va entraîner une diminution de ce coût-là. Parce que la production, elle est répartie sur un nombre plus important de production. Au fur et à mesure que la production augmente, le coût diminue. C'est justement ce fait dans le cadre que lorsque la demande est stable. Maintenant, quand la demande est changeante, elle est instable, l'entreprise offre des produits différenciés, c'est-à-dire qu'ils sont variés, qui ne se ressemblent pas. Donc, il y a une différenciation, ce qu'on appelle une personnalisation de masse. C'est-à-dire que un produit ne ressemble pas à un autre. Par exemple, vous demandez quelqu'un qui veut acheter, par exemple, un smartphone, il lui dit, bon, je veux le smartphone rouge. L'autre dit blanc. L'autre, il le veut noir. Il veut telle application. Il veut avoir différent d'un autre, etc.
Donc, on appelle un produit différencié, qui n'est pas standardisé. Et dans ce cas, le cycle de vie de produit, il est court. Prenez le cas des smartphones, leur cycle de vie est court. Hein? Chaque fois, un smartphone sort. Hein? Comme les appareils électroménagers, les téléviseurs, etc. Et le système de production, il cherche l'innovation et la flexibilité. Quand le cycle de vie est court, ça veut dire que l'entreprise cherche toujours à produire un nouveau produit. Le produit doit être innové, ce qu'on appelle l'innovation. C'est-à-dire chercher toujours à modifier le produit. Et il cherche la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à réagir rapidement à un événement non prévu. C'est-à-dire que lorsque le goût du consommateur change, la mode, l'effet de mode, donc l'entreprise doit être flexible. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un changement, elle doit s'adapter à ce changement. Le consommateur demande un produit nouveau, elle doit être capable de se modifier sa production, modifier son système de vente, son système d'organisation interne pour pouvoir satisfaire les besoins évolutifs du client. Donc, elle est flexible. Donc, le choix du mode de production, nous avons dit, il dépend des spécificités techniques, mais aussi, il dépend, j'ai dit de caractère de la demande, mais il dépend aussi des spécificités techniques du produit. On choisit un mode de production en fonction de 2 critères, ou de 3 critères. Le premier critère, c'est le caractère de la demande, est-ce qu'elle est stable ou changeant. Le deuxième critère, ce sont les spécificités techniques du produit. C'est-à-dire que la nature du produit, elle impose à produire soit pour le stock, soit à la demande. Un produit périssable qui se fait par campagne. Je prends le cas de les fraises, la campagne de fraises, ou la campagne d'orange, ou la campagne de tomates. Donc, elle est par saisonnier. Donc, la nature de ce produit, il impose de produire pour le stock. Il doit produire, stocker et vendre par la suite. Ainsi, par exemple, la production est nécessaire pour le stock. La production pour le stock est nécessaire quand la matière première est périssable. Comme je viens de dire, la conserve de fruits, le concentré de tomates, ou quand les produits dont l'âge est une des caractéristiques de qualité. Par exemple, le miel, on dit que le miel ancien est de bon miel, ou le semen ancien, au fur et à mesure que ce produit devient ancien, il devient cher et appréciable. Donc, dans ce cas, l'âge lui donne une caractéristique de produire, il sera produit pour le stock. On le produit, on le stocke pour le vendre. Quand il aura plusieurs années, il devient plus cher. Le tapis marocain, par exemple, Zerbiya. Donc, au fur et à mesure qu'elle devient ancienne, elle devient un produit d'artisanat, de luxe. Donc les produits dont le délai de production est supérieur au délai de livraison. Donc quand le cycle de production est très long et la livraison est moins long, donc on doit fabriquer et en stock. Comme le sucre par exemple. Donc le choix du mode dépend du mode de production
des spécificités techniques du produit et également il dépend des objectifs économiques, notamment les risques financiers. En effet, lorsque on produit et qu'on constitue de stock, on risque d'immobiliser de l'argent car on le produit et on le stocke, tout l'investissement ou le financement de ces produits sont empruntés, donc on paie des frais financiers. Donc le risque financier est un risque financier. Et également, il y a le risque de mévente. On peut produire pour le stock, mais attention, il se peut qu'il y ait une évolution technologique et les consommateurs ne demandent plus ce produit, ils deviennent demandés. Donc, il y a ce risque-là. Donc, les décisions pour le choix du mode de production dépendent, j'ai dit, de 3 facteurs. Le caractère de la demande, les spécificités techniques et les objectifs économiques. Donc, choix du système de production comme décision, choix du mode de production comme décision et il y a le choix de la politique de distribution. Il y a 2 types de politiques, la politique d'intégration et la politique d'impartition. Alors, l'intégration, c'est lorsque toutes les composantes du produit sont fabriquées par l'entreprise. Je prends un exemple. Je prends un vendeur, un commerçant qui vend en gros. Vous savez que le circuit de distribution, il comprend le producteur qui produit, ils vont au grossiste qui vend en gros, et le grossiste qui vend en gros, ils vont aux détaillants qui vont au détail aux consommateurs. Alors, supposons que un commerçant qui vend en gros, il vend un produit. Prenons le conserve de fruits, les confitures. Il achète chez l'usine et il vend au détaillant. Et il va dire un jour, je vais moi-même construire mon usine pour produire. Et je prends le produit et je le vends en gros. Donc, il construit une usine pour fabriquer. Donc, il n'achète plus chez l'usine, mais il produit lui-même le produit. Il a fait une intégration. Il a intégré la fonction de production. Il va dire un autre jour, mais pourquoi je vais continuer à acheter les tomates ou les fraises ou par exemple les abricots chez l'agriculteur? Pourquoi ne pas avoir moi-même la ferme où je vais cultiver ces produits, la tomate, par exemple. Donc, il a fait une autre intégration en haut. On appelle ça une intégration en amont. A-M-O-N-T. Un jour, il va dire, bon, mais pourquoi je vais continuer à vendre au détail? Pourquoi ne pas prendre moi-même cette marge de détail? Et je vais vendre, au lieu de vendre au détaillant, je vais vendre directement au consommateur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a intégré la fonction de détail. C'est ce qu'on appelle une intégration aval. A-V-A-L. C'est-à-dire en bas. L'autre en amont, il est intégré en haut. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc, c'est l'intégration, c'est la prise en charge de toutes les composantes du process de l'acheminement du produit. Parmi les avantages, c'est d'abord, il n'y a pas de risque de dépendance par rapport au fournisseur, donc il n'a aucun fournisseur, c'est lui-même qui fournit à lui-même, il produit et il fournit à lui-même, et il maîtrise les techniques. Donc les techniques, il maîtrise toutes les techniques parce que c'est lui qui vend au détail, c'est lui qui vend en gros,
donc il maîtrise les techniques de vente, en gros et au détail. C'est lui-même qui produit, donc il a une technique et il maîtrise les techniques de production, etc. Et c'est lui qui est cultivateur, il maîtrise toutes les techniques de culture. Donc, ce qu'on appelle, il peut demander et obtenir un brevet. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet? C'est un diplôme, c'est une reconnaissance donnée par l'État, un diplôme donné par l'État à une personne ou à un chef d'entreprise qui a créé un produit. Il a créé un produit qui lui a donné un nom, une marque. Donc cette marque, pour qu'elle ne peut pas être imitée, pour qu'elle ne soit pas imitée par un autre, il va demander à l'État de lui donner une reconnaissance, une garantie, une protection. Il lui va donner un brevet. Et c'est un diplôme. Ce diplôme le protège son produit contre toute imitation. Personne ne vient imiter, faire la même chose que ce produit-là. C'est ce qu'on appelle le brevet. Au Maroc, il y a l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui se trouve à Casablanca. Donc, c'est une administration, c'est un service de l'État qui donne les brevets d'invention. Et il y a le know-how également, c'est-à-dire le savoir-faire. Il a acquis le savoir-faire. Il est devenu expert, il connaît bien, c'est lui qui connaît il a les compétences qui sont acquises par l'expérience et dans l'exercice de ce métier. Il devient habile, l'habileté manuelle, également intellectuelle, qui est acquise par l'expérience, par l'apprentissage, dans la fabrication d'un produit. Donc celui-ci également, il s'approprie ce know-how, ce savoir-faire. Et par conséquent, il le maintient et il ne donne pas à un autre grâce à l'intégration. Quand c'est lui-même qui produit tout, dans tout le process de produit, donc personne ne vient de l'extérieur pour avoir connaissance de son expertise. Il la garde pour lui-même. Il ne fait pas entrer une tierce personne. Mais il a un inconvénient, c'est que c'est une structure qui devient lourde. Parce qu'il va investir dans la culture de produits. Il va investir dans la production, la fabrication des usines. Il va investir dans la vente en gros, la vente en détail. Donc, c'est un investissement qui devient coûteux. Donc, par conséquent, il devient lourd. Hein? L'investissement est coûteux. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, l'autre politique qui s'appelle la politique d'impartition. Rappelez-vous, nous avons donné la définition de l'impartition dans le dernier, c'est-à-dire lorsque, au lieu d'intégrer toutes les fonctions, on confie une fonction ou un produit à une autre entreprise tierce pour le faire. Dans ce cas, l'entreprise, elle va se procurer les biens ou les services à l'extérieur au lieu de les produire elle-même. On l'appelle impartition ou externalisation ou outsourcing. Donc concrètement, cette politique d'impartition ou d'externalisation, elle se traduit par des relations contractuelles. Donc elle va nouer des contrats, des partenariats, comme le mandat, comme le courtage, comme la commission. Et elle se traduit par des relations de co-traitance. On va traiter ensemble, on traite ensemble. Elle ne traite pas elle seule. Elle va faire entrer associer avec elle une autre entreprise qui va travailler avec elle. On appelle la c'est-à-dire la ensemble, co-traitance ou coproduction.
produire ensemble, produire à deux, à plusieurs. On appelle ça la coproduction. Et des relations de sous-traitance. Il va également, cette stratégie d'impartition se traduit par la sous-traitance ou la sous-traitance des produits. Les avantages, d'abord l'entreprise se recentre sur son métier de base, c'est-à-dire elle va s'occuper uniquement de ce qu'elle sait faire et les autres fonctions, il va les confier à d'autres. Je prends l'exemple du concentré de tomates, hein, toujours. Donc l'entreprise essaie, elle a le know-how de la fabrication de tomates, elle connaît la technique, elle a le savoir-faire, les compétences, l'habilité, etc. Mais elle a le problème de distribution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire soit que j'achète moi-même les camions pour distribuer le produit. On appelle ça quoi? Une intégration. Soit ce n'est pas mon métier, la distribution, le transport, je vais chercher une entreprise de transport qui va me transporter mon produit. C'est ce qu'on appelle l'impartition, c'est-à-dire confier à quelqu'un d'extérieur une fonction. Donc pourquoi? Parce que le métier de transport n'est pas son métier. Son métier, c'est la fabrication, c'est la transformation. Donc, elle va se concentrer sur ce qu'elle sait faire. Et ce qu'elle ne sait pas faire, elle va le donner à ceux qui sont du métier, que c'est leur métier. Deuxièmement, elle bénéficie des économies d'échelle. J'ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une économie d'échelle par des exemples. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'économie d'échelle. On l'appelle aussi les rendements croissants. Et elle accroît sa flexibilité, c'est-à-dire sa capacité à réagir vite, à changer vite, à s'adapter vite. Parce que elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde par plusieurs fonctions qui ne sont pas de son métier de base. Donc, quand elle se concentre sur son métier de base, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement, elle peut changer parce qu'elle est légère. Par contre, quand il va intégrer plusieurs fonctions, autres fonctions, lors de changement, c'est difficile. Il devient pour elle, il devient difficile de changer. Et il reporte sur ses sous-traitants les contraintes et les coûts de la gestion des stocks. Donc, quand elle confie une partie de ses activités à une autre entreprise, c'est cette entreprise qui va prendre en charge les coûts de gestion, de stock, etc. Donc, elle va s'alléger, si vous voulez, de ces coûts-là, qu'elle va confier que ce sont à une autre entreprise qui va les prendre en charge. Donc, l'inconvénient de la politique d'impartition, c'est la dépendance de l'entreprise de ses fournisseurs. En effet, l'entreprise, en confiant des fonctions à d'autres entreprises, elle ne faut pas les contrôler. Donc, elle ne maîtrise pas son expertise, son savoir-faire. Parce que le savoir-faire, il est donné à une autre entreprise. Donc, elle ne maîtrise pas son savoir-faire et même, donc, il devient dépendant de ses fournisseurs. Parce qu'elle ne produit pas elle-même, ce sont les autres qui produisent. Et les autres, c'est pas elles-mêmes. Lorsqu'ils ont un problème, elle va subir ce problème. Lorsqu'il y a un arrêt de la production, lorsqu'il y a un retard, lorsqu'il y a une panne technique, lorsqu'il y a un problème de fournisseur, l'entreprise va avoir des problèmes. Par contre, dans l'intégration, c'est elle-même qui fait tout. Donc, elle n'aura pas ce problème de dépendance. Conséquence,
Donc, il faut diversifier les sources d'approvisionnement pour ne pas dépendre d'un seul. Donc, il faut avoir plusieurs sources dans le cadre pour réussir la politique d'impartition. Il ne faut pas dépendre d'un seul fournisseur, mais de plusieurs fournisseurs. Comme ça, si un fournisseur a des problèmes, on peut trouver un autre fournisseur. Et établir un partenariat stratégique à long terme avec les fournisseurs clés, les fournisseurs indispensables. C'est-à-dire un partenariat sur de long terme, sur plusieurs années. Comme ça, on est tranquille en matière d'approvisionnement en matière. Et il faut assurer les achats stratégiques par l'entreprise. C'est-à-dire que tous les achats importants, nécessaires pour l'entreprise stratégique, il faut que l'entreprise les achète elle-même. Elle ne se traite pas. Ce sont les acheteurs de l'entreprise qui vont la prendre en charge. Parce que ce sont des achats importants stratégiques pour l'entreprise. Maintenant, toujours après le mode et la politique, après le système et le mode de production, l'entreprise décide de la politique de distribution, ou de la politique plutôt, de production. Et d'abord, dans cette politique de production, elle doit choisir la localisation, c'est-à-dire où localiser la production, où construire ses usines. Car l'objectif de la localisation de production est à la fois la maximisation de profit et la minimisation du risque, ainsi que la recherche de sécurité. Donc, il faut choisir dans un local où construire son usine de telle manière qu'il maximise les profits, minimise les risques et recherche la sécurité. On peut dans ce cas soit localiser la production à côté du client. Dans ce cas, on maîtrise mieux les attentes du client. Donc le client a la matière à côté de lui, parce que l'usine est à côté de lui. On diminue le coût de transport, ou on peut localiser également la production près des facteurs de production, c'est-à-dire près des matières premières, ou près de la main-d'œuvre. Et dans ce cas, cette localisation permet de limiter les coûts de transport et permet de bénéficier d'une main-d'œuvre de bon marché. Quand il y a des entreprises qui vont vers implanter leur usine à côté de ce qu'on appelle un bassin d'emploi, c'est là où il y a la main-d'œuvre. Donc, elle bénéficie d'une main-d'œuvre bon marché et elle limite les coûts de transport. Alors, maintenant, après avoir étudié les stratégies ou les décisions stratégiques, alors comment gérer la production? Donc, la gestion de la production, ce sont les services, l'organisation de la production, ce sont les services qui sont impliqués directement dans la production. Quels sont les services? Comment organiser les services de production? Et quels sont ces services? D'abord, il y a deux types
ou deux catégories de services. Il y a les services fonctionnels, qui sont les bureaux d'études. Alors, le bureau d'études, il concrétise le produit en recherche et développement. L'entreprise, quand elle fait des recherches, elle innove, elle conçoit un produit nouveau, qui est encore au début, au stade de recherche. Donc, qui est-ce qui fait ça? C'est le bureau d'études. C'est lui qui concrétise le produit. C'est lui qui définit les moyens de production. C'est lui qui définit les matières et les pièces nécessaires pour fabriquer ce nouveau produit. C'est lui qui cherche la fabrication à grande échelle. Et c'est lui qui élabore la nomenclature, c'est-à-dire la liste des divers éléments qui composent le produit. Donc, c'est le bureau d'études. Ensuite, il y a le bureau de méthode. Ce bureau, il optimise les facteurs de production. Le bureau d'études, il conçoit les facteurs de production, détermine les moyens de production, mais le bureau de méthode, il les optimise, c'est-à-dire qu'il essaie de fabriquer à moindre coût. C'est lui, c'est son travail. Et il établit la nomenclature également, ainsi que les gammes d'opération ou de fabrication, c'est-à-dire la succession par ordre chronologique des opérations à accomplir. Qu'est-ce qu'il faut accomplir pour fabriquer ce produit à grande échelle? Et il y a le bureau d'ordonnancement, toujours dans la fonction de production. Ce bureau coordonne les moyens et les matières pour éviter le retard, pour éviter les ruptures. Quand vous lancez la production, c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il faut lancer la production. Qui va fabriquer? Où fabriquer? C'est le bureau d'ordonnancement. Donc on a les bureaux d'études, le bureau de méthode et le bureau d'ordonnancement et enfin le bureau de contrôle. C'est ce bureau qui contrôle la conformité entre les quantités prévues et les quantités utilisées. Donc, il va contrôler est-ce que les quantités prévues correspondent aux quantités utilisées ou pas. Et il va dégager les écarts et remédier à ces problèmes. C'est ce qu'on appelle les services fonctionnels. Et dans l'organisation de la fonction, il y a les services aussi opérationnels. C'est les services qui travaillent, notamment le bureau de fabrication, donc c'est lui qui assure la transformation des produits, la production dans le respect de la quantité, le délai, la qualité, donc c'est lui qui transforme et qui fabrique les produits. Et il y a le bureau d'expédition. Donc ce bureau, son rôle est de préparer et de livrer les marchandises commandées, dans le respect toujours de la quantité, le délai et la qualité. Donc, vous voyez, donc il y a deux types dans l'organisation interne du service de production, il y a deux catégories de services, fonctionnels et opérationnels. Les uns pour mettre en œuvre le produit et les autres pour le fabriquer et l'expédier. Si on fait un schéma de l'organisation d'un service de production et les liens entre les différents services, les bureaux plutôt, on trouve par exemple le bureau d'études, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit le produit. Quels sont les documents qu'il produit? Ce sont les cahiers de charges, la nomenclature, les plans. Parce que on conçoit un produit avec des cahiers de charges, comment il est produit, quelle est la nomenclature, c'est-à-dire la liste des pièces qu'il faut, et la liste des éléments qui composent le produit, et les plans de fabrication. Et après ça,
c'est le rôle du service du bureau des méthodes. C'est lui qui va préparer la fabrication à grande échelle. Donc, il va établir des gammes d'opérations, c'est-à-dire des produits ou des opérations à accomplir, à faire. Quelles sont les opérations à faire par ordre chronologique? Faire telle opération, en passant à telle opération, et ainsi de suite, jusqu'à la fabrication de produits. Donc, une fois les gammes d'opérations faites par le bureau de méthode, le bureau d'ordonnancement qui va prendre en charge ces gammes, etc., pour organiser la production dans le temps. C'est-à-dire quand lancer la production, qui va fabriquer, où fabriquer, etc. Il prépare des plans de production. Donc, une fois les plans de production établis, c'est le bureau de fabrication qui va commencer à transformer, qui définit les lots à fabriquer, comment les fabriquer, etc. Avec des bons de travail, des bons de matière, des fiches de suivi, etc. Ce sont des fiches de la production. Alors, une fois les produits ou le produit est fabriqué, c'est le rôle de fabrication, hein, puis, bien sûr, qui va produire. Et après, ce sont les services de suivi, de contrôle, etc. Donc voilà un schéma classique d'un service ou d'un schéma classique d'une organisation de la production. Et ici, donc, on peut schématiser encore les services de production en commençant par les environnements. Hein, où l'environnement, ce sont les données. Hein, la direction générale, le service commercial, les services d'études et les services informatiques reçoivent des informations de l'environnement, c'est-à-dire des informations des fournisseurs, des informations des clients, ils reçoivent des informations. Ce sont des flux d'informations. Alors, ces flux d'informations, ils vont les transmettre aux services fonctionnels, hein, comme les méthodes, les bureaux de méthodes, les bureaux de lancement, de gestion des stocks, d'ordonnancement, d'approvisionnement, de l'entretien, des contrôles. Ceux-là vont être en relation avec les services opérationnels, donc en matière toujours d'information. Donc ils vont leur donner ces informations pour réception des marchandises, pour la fabrication, pour la préparation des commandes, pour l'expédition, pour la manutention, pour le montage, etc. Et cela, quand le produit sera établi sous forme d'état de gestion physique, c'est-à-dire la gestion physique des produits. Et puis, les fournisseurs vont fournir des flux de produits. C'est eux qui vont servir des produits au service opérationnel. La matière première. Cette matière première sera transformée et donnée sous forme de produits aux clients. Et bien sûr, une fois les produits, il va donner de l'information au service comptabilité pour établir le prix de revient, le coût de production, hein, tous les coûts, ce qu'on appelle les coûts analytiques, et également les coûts de production et établir les états de gestion. Donc tout ceci, bien sûr, c'est les relations qui existent entre les différents bureaux ou différentes composantes de services de production. Nous avons dit tout à l'heure que parmi les attributions du service opérationnel, il y a la manutention. Il y a la réception, la fabrication, la préparation et la manutention. Donc, qu'est-ce que c'est que la manutention? C'est l'opération de transfert physique de matière
ou d'accessoires ou de déplacement de marchandises d'un lieu à un autre, à l'intérieur d'un dépôt ou d'un centre de distribution ou d'une plateforme. Voilà, par exemple, une manutention, ce chariot élévateur est en train de faire des manutentions des produits pour les prendre d'ici vers dans l'usine. Voilà un exemple de manutention. On fait ici de la manutention. Alors, quels sont, en matière de gestion, donc nous avons vu d'abord l'organisation interne, et puis, toujours dans la gestion de production, nous allons voir quels sont les principaux modes de gestion de la production. Il y a généralement deux principaux modes. Il y a ce qu'on appelle la gestion de la production par l'amont et la gestion de la production par l'aval. Le premier, qui est la gestion de production par l'amont, ou ce qu'on appelle les flux poussés, on retourne ici et on les retrouve les principes de Taylor, qui est la division fine de travail, la rémunération en fonction du nombre de pièces produites par heure. On est dans la standardisation des produits. C'est pièces fabriquées de la même manière. Donc le principe de base est de vendre ce qui est produit. Donc on produit d'abord et on vend par la suite. C'est la production pour le stock. Ou on produit pour vendre. On produit d'abord et on vend par la suite. C'est le premier principe de la production ou de la gestion de la production. C'est, si vous vous rappelez, nous avons étudié ça dans les systèmes de production. C'est surtout la production pour le stock. On produit ce type de mode de gestion correspond au choix, au système de production pour le stock. On produit d'abord et puis on vend par la suite. D'accord? Donc, il faut déterminer, qu'est-ce qu'on fait? On détermine a priori les quantités à produire par anticipation de la demande. Donc, on prévoit la demande. Quand on connaît, la demande est stable. On l'a vu tout à l'heure. Donc, on sait la demande, on connaît, on prévoit la demande durant l'année prochaine, par exemple. On connaît la demande et cette détermination a priori des quantités à produire en anticipant la demande, puis on planifie en cascade les moyens. Sur la base de quantité à prévoir qui est stable, qui est connue, on va acheter la matière première. On va acheter on va connaître la capacité de production. On va acheter les composants. Et on va mettre en œuvre le processus de fabrication sur la base des quantités qui ont été prévues. C'est ce qu'on appelle la méthode MRP. On appelle ça la méthode de planification des besoins matières. Material Resources Planning. Donc, on planifie la production sur la base d'une quantité estimée par anticipation. C'est cette quantité, par exemple, on prévoit
de produire 100 ordinateurs. Alors, ces 100 ordinateurs, combien ils ont besoin de matières premières? Combien ils ont besoin de composants? Combien ils ont besoin de... Et on planifie, justement, sur la base de ces produits finis, les composants et besoins. C'est ce qu'on appelle le mode de production, de gestion de production par l'amont ou les flux poussés. On pousse la production, on la produit et on la pousse vers le marché. Donc, sur la base de la nomenclature de fabrication et de la gamme d'opérations, on détermine bien sûr a priori les besoins et on détermine en cascade ce que doit faire chaque poste pour la fabrication. Donc, on détermine en cascade ce qui doit être lancé en production pour chaque période et chaque composant. Donc, je répète, on détermine, on prévoit la commande totale, on anticipe cette demande, on dit, nous avons un carnet de commandes pour l'année, par exemple, 2021, de 1000 tonnes de matière, de produits finis, d'imprimantes. Alors, dans ce cas, sur la base de ces 1000, de ces 10 000 imprimantes, je suppose, combien j'ai besoin de matières premières pour ces 10 000? Combien j'ai besoin de composants pour ces 10 000? Combien j'ai besoin de câbles pour ces 10 000, etc. Alors, je commence à acheter les matières premières en fonction de cette anticipation et je vais commencer à lancer la production pour produire ces 10 000 imprimantes. L'arrivée des composants au stade suivant déclenche la production ultérieure, c'est-à-dire je passe pour l'achat de matières premières, donc je passe au produit semi-fini. Quand le produit semi-fini est produit, je lance le produit fini, etc. Donc, dans un processus de fabrication, stade par stade vous pousse vers un autre stade, jusqu'à la production du produit fini. Donc, ce déclenchement se fait de l'amont vers l'aval, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Prenons cet exemple-là. On a la matière première. Par exemple, la production d'une tôle. On commence par l'achat de matières premières. Je prends l'exemple de la fabrication d'une porte-voiture, les portes, ou le capot d'une voiture. Donc, j'achète la tôle, la matière première, c'est la tôle. Donc, je prévois par exemple 1000 portes, ici, 1000. Voilà, une anticipation de la demande. Je veux 1000 portes. J'achète la matière première de tôle de 1000 portes, ici. Je passe, une fois la matière première, je la pousse vers la cisaille pour la découper. Elle découpe la tôle. Puis, une fois découpée, je vais à la presse pour l'emboutissage, c'est-à-dire la mettre en forme, la tôle, la porte. Une fois les quantités sont pressées, je les passe à l'atelier de perceuse. Ils vont percer, percer pour mettre en place les crocs, etc. Une fois on passe ici, on passe aux poinçonneuses qui vont poinçonner les portes, puis les taraudeuses qui vont tarauder cette porte pour la rendre en forme, et puis la soudure qui va passer à la soudure et la sortie. Ce qu'on appelle un flux poussé. On pousse
On pousse d'atelier en atelier. Cisaille, scie, presse, perceuse, ponçonneuse, taraudeuse, soudure. L'autre type de mode de gestion, c'est l'inverse du flux poussé, c'est le système de production par l'aval. Ou l'organisation toyotiste de Toyota. Le principe de base de cette organisation, c'est non pas produire pour vendre, mais encore ne produire que ce qui est vendu. C'est le contraire. Donc, on ne vend pas ce qui est produit, mais on produit ce qui est vendu. Vous voyez le contraire. Dans l'organisation taylorienne, on vend ce qui est produit. Mais dans l'organisation toyotiste, on produit ce qui est vendu. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on ne vend, qu'on ne produit que ce qui est vendu. On ne produit que lorsqu'on a une commande ferme. Reprenez les systèmes de production, c'est la production à la commande. Donc, on ne produit que lorsqu'on a une commande ferme. C'est-à-dire que le client a commandé et même a payé. C'est à ce moment-là qu'on produit. C'est-à-dire que la production est commandée par la vente. On ne produit que on est sûr d'avoir vendu la quantité à produire. On vend d'abord et on produit par la suite. C'est-à-dire, lorsqu'on a trouvé le client, il a payé, à ce moment-là, on commence à produire. Comme ça. Donc, regardez la différence. Regardez, je reprends la première. Dans chaque atelier, il est spécialisé. Regardez. Il y a la cisaille qui découpe. C'est un atelier où il n'y a que des cisailles. Cet atelier, il n'a que les scies. Cet atelier ne fait que de presse. Il y a ici que de perceuses. Il y a un atelier qui comprend uniquement les machines de poinçonneuse, de taraudeuse, un autre atelier pour la soudure. Mais ici, c'est le contraire. Regardez. Pardon, c'est là. Regardez, tous les ateliers, toutes les machines sont regroupées dans un seul atelier. Donc l'atelier comprend depuis la cisaille, la scie, la taraudeuse, la poinçonneuse, etc. Ils se trouvent toutes dans le même atelier. Ça veut dire que ici, le produit, il rentre en matière première et il sort en produit fini par chaque atelier. Chaque atelier fait l'ensemble des opérations pour la fabrication d'un produit. Ce n'est pas comme l'autre. Il va s'acheminer, on les pousse dans chaque atelier. Mais chaque atelier ici, il est indépendant, il comprend pratiquement l'ensemble des machines du processus de fabrication. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de base qui est produire ce qui est vendu. En effet, le marché, c'est le marché qui dicte le volume des quantités à produire. Et c'est la production, ce qu'on appelle la production en flux tendu, qui est illustrée par le juste à temps ou le just in time. Et cette technique est impose plutôt de ne commander que les quantités de matières premières strictement nécessaires pour produire. Ça veut dire que on n'achète comme matière première que lorsqu'on a le produit fini à notre disposition, qu'on connaît la commande, l'achat, et à ce moment-là,
on ne produit que juste les quantités qui sont demandées. Donc on achète la matière première juste pour fabriquer le produit commandé, sans faire de stock. Donc le stockage n'est plus un moyen de régulation des flux. Donc c'est le client qui commande. Et cette organisation toyotiste est surtout efficace pour une production de masse, quand il y a une production en grande quantité. Car il suppose une demande relativement stable. Quand on a une demande stable, à ce moment-là, on peut travailler par le système de flux tendu ou le système de production par l'aval. Dans ce cas ici, vous remarquez que la disposition des machines sont faites en cellules. Chaque cellule comprend l'ensemble des machines de tout le processus de fabrication. De telle sorte que le produit entre ici en matière première et sorte par l'atelier en produit fini. La même chose pour cet atelier, pour ces ateliers, etc., etc. Donc, il regroupe toutes les opérations de fabrication au même endroit. Et ce regroupement permet de limiter le transport, ou le transfert plutôt, des pièces. Donc on ne transfère pas les pièces d'un atelier à un autre, mais ils se déplacent dans le même atelier. Donc on réduit les délais de fabrication. L'avantage de ce type de production toyotiste, c'est d'abord le juste à temps. Il supprime tout ce qui ne crée pas de la valeur. Il supprime les stocks. Il supprime les défauts. Il supprime les retards. Pourquoi? Parce que on travaille dans le même atelier. Et on travaille tout le produit. Donc, et on travaille sur la base de la commande, d'une demande. Donc, il y a plein de place pour le stock. Et il impose le juste à temps. Et il impose de choisir des profils polyvalents. C'est-à-dire des profils qui connaissent tout. Dans le même atelier, vous trouvez le technicien devient commercial, il devient juriste, comptable, etc. Il est polyvalent. Rappelez-vous, nous avons étudié ça dans le chapitre consacré aux structures. C'est quelle structure? C'est la structure de la pyramide ronde, justement. Parmi les inconvénients, ou toujours parmi les avantages, il contribue à réduire les niveaux hiérarchiques. Rappelez-vous, dans les structures modernes, et surtout la structure de la pyramide ronde, il n'y a pas de niveau hiérarchique. Il n'y a qu'un animateur. Et des collaborateurs. Il est aujourd'hui directeur, demain il deviendra comptable, il deviendra technicien, donc il est polyvalent. Mais il a des inconvénients, notamment l'inexistence de stock, parce qu'on travaille à flux tendu, il n'y a pas de stock. Donc l'entreprise devient sensible. Elle dépend des retards de livraison. S'il y a un retard de livraison, l'entreprise tombe en panne. Parce qu'on travaille à flux tendu. On ne fabrique que ce qui est commandé. Donc, quand il y a un problème de délai de livraison, de retard de livraison, de retard de produits, de problème de transport, de panne technique chez le fournisseur, là, l'usine s'arrête. Parce qu'il n'y a pas de stock. C'est pour cela que nous avons dit que le stock est un mal nécessaire, rappelez-vous. Parmi les composants du juste à temps, parmi les illustrations, il y a ce qu'on appelle le kanban. C'est un terme japonais qui s'appelle étiquette, qui signifie étiquette.
Et le Kanban fabrique ou illustre le juste-à-temps, ce système Kanban. En effet, lorsque le produit, le post-client, celui-là, vient chercher un lot ou un conteneur de produits qu'il va fabriquer chez le poste fournisseur, chez le poste 1, qui fournit le poste 2, il lui remet une étiquette qui s'appelle Kanban. C'est celui-là, cette étiquette, avec un K. Alors, le Kanban, il est rattaché au lot de marchandises, au conteneur. Et quand le poste client reçoit et utilise le lot, il renvoie le Kanban. Je reprends. Ce poste, il a besoin d'un lot de marchandises, il le remet ici, et le poste 1 va fabriquer le lot avec le Kanban, et lui rattache ce Kanban, ce numéro, cette étiquette. Le lot passe vers le poste 2. À ce moment-là, le poste 1 ne fait rien. Il ne produit rien. Il s'arrête. Jusqu'au ce que le poste 2 lui envoie l'étiquette. Alors, quand il lui envoie l'étiquette, ça veut dire qu'il a besoin d'un lot. Il le fabrique et il fait le lot et il lui envoie. Et il s'arrête. Il attend la réponse du poste 2. S'il lui envoie le Kanban, ça signifie qu'il a besoin il a fait une commande. Donc c'est un ordre, il lui donne l'ordre de fabriquer. Et il redémarre la fabrication. Alors quels sont alors les objectifs de la logique productive ou de la fonction de production? En effet, le management opérationnel se fixe 3 objectifs essentiels. Il a connu un développement. En effet, au début du XXe siècle, il était conçu dans un environnement de stabilité et de pénurie. Les managers pouvaient anticiper la demande. Dans ce cas, il connaît la demande et il produit pour le stock, etc. Ce management opérationnel, durant les années 1970, il est conçu, quant à lui, dans un environnement instable. Donc, il y a beaucoup de concurrence, il n'est plus dans un environnement stable. Donc, il a obligé l'entreprise à être réactive face à l'évolution des marchés, car les marchés changent, l'environnement change, les goûts changent de consommateurs, la demande change. Donc, l'évolution ou la réactivité a remplacé l'anticipation. Donc, on n'anticipe pas parce que le marché, on ne connaît pas exactement la demande, on ne peut pas prévoir la demande. Donc, on doit être réactif. Chaque fois qu'il y a une demande, un changement de demande, une évolution de la demande, l'entreprise doit être réactive, c'est-à-dire souple, elle doit être flexible. Alors, pour répondre à cet impératif de réactivité, de flexibilité, le management opérationnel, il se fixe des objectifs d'abord de qualité, il se fixe des objectifs de flexibilité et des objectifs de productivité. Alors, concernant la qualité, il est défini comme l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit ou d'un service
qui lui confère l'aptitude de satisfaire des besoins exprimés. C'est la définition de l'Agence française de normalisation, en 1986. Donc, c'est un ensemble de propriétés, c'est-à-dire de caractéristiques, de qualités particulières. C'est un ensemble de qualités, donc, et de caractéristiques d'un produit. Un produit se caractérise par telle chose, ou d'un service qui lui donne l'aptitude à satisfaire un besoin exprimé, ou implicite. Soit le besoin exprimé, soit le besoin latent. L'objet de la qualité, il a d'abord un objectif et la satisfaction du client par un produit performant, satisfaire le produit par un délai de livraison raisonnable, satisfaire le client par un coût de possession bas. Il a un objectif de satisfaction de l'entreprise. Il doit satisfaire l'entreprise par une rentabilité satisfaisante. La rentabilité, c'est la capacité à dégager des bénéfices. Donc l'entreprise doit être rentable. Par la satisfaction des membres du personnel et par également la satisfaction par la norme. Donc, cette qualité, quand on parle de qualité, on parle de norme. Pour avoir de la qualité, il faut appliquer une norme. La norme, c'est une assurance qualité pour les produits ou les services. C'est un ensemble de caractéristiques techniques qui permettent de fabriquer un produit. Pour fabriquer un produit, il faut pratiquer, exécuter un certain nombre et respecter un ensemble de qualités techniques. C'est ce qu'on appelle la norme. Ces qualités qui sont connues. Au Maroc, il y a la norme marocaine. Il y a un service spécialisé pour la normalisation. En France, il y a l'AFNOR. Donc, c'est un service qui promulgue des normes, c'est-à-dire des conditions techniques pour faire un produit. Un produit qui ne respecte pas une norme n'est pas reconnu. Et les gens, ils ont confiance. Quand ils achètent un produit, ils ont confiance parce qu'il a une norme. Donc, c'est une assurance qualité. La norme, elle constitue aussi un argument de vente. Car l'entreprise, lorsqu'elle applique suivant une norme connue, c'est un argument qui lui permet de vendre mieux. Parce qu'il vend quelque chose de sûr. Donc, ils vont mieux qu'une entreprise qui n'a pas cette norme, cette spécification technique pour fabrication. Donc c'est une preuve, un argument, c'est une preuve que l'entreprise donne pour appuyer sa vente. C'est un argumentaire. Donc la norme constitue un argumentaire, c'est-à-dire un argument, une liste des arguments de vente. En somme, donc la norme est considérée comme une arme économique. Pour qu'une entreprise puisse appliquer une norme, elle doit donc suivre une démarche appelée la normalisation. Pour obtenir une norme, il faut suivre un processus, une démarche qui s'appelle la normalisation. C'est-à-dire, qu'on appelle aussi la standardisation, qui est une activité qui permet d'établir des normes industrielles, c'est-à-dire un référentiel commun et documenté destiné à harmoniser l'activité d'un secteur. Donc la norme, c'est une activité. Alors la norme, c'est une spécification technique relative à un produit
Alors que la normalisation, c'est un processus qui permet à une entreprise d'obtenir une norme. Donc, il faut suivre un processus pour obtenir cette norme. Qu'est-ce que ça veut dire documenter? C'est-à-dire, la normalisation comprend un ensemble de documents. Pour obtenir la norme, il faut produire un certain nombre de documents, comme la liste des procédures, la liste des références techniques, et ils doivent être homologués. Donc la normalisation ou la validation de la qualité comprend la normalisation comprend l'homologation. Donc l'homologation, elle porte sur le produit. On homologue, quand on homologue une norme, c'est-à-dire on a zéro défaut. Et ensuite, on certifie la qualité. C'est-à-dire, on a la conformité que toutes les étapes de fabrication du produit qui correspondent à l'ordre. On est sûr de toutes les étapes. C'est ce qu'on appelle la certification. Donc, la normalisation comprend l'homologation qui porte sur le produit, sur la norme, et la certification qui porte sur l'assurance que toutes les étapes de fabrication correspondent au produit et à la qualité spécifiée. Concernant la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à réagir rapidement à un événement non prévu, on distingue deux types de flexibilité. D'abord la flexibilité statique, qui correspond ou qui consiste à faire face à un événement prévisible sans procéder à des modifications immédiates des capacités d'organisation. C'est-à-dire, on a un produit, un événement qu'on connaît, une augmentation de la demande, elle est prévisible, par exemple, mais on ne modifie pas immédiatement les capacités de l'organisation. Donc, on s'organise. On connaît, par exemple, qu'il y a l'augmentation de la demande va augmenter de 10% durant l'année 2021. On la connaît. Donc, on va continuer, on va garder la capacité d'organisation, la même, mais on va augmenter le nombre d'heures pour essayer de produire les quantités qu'on a prévues, sans augmenter ni capacité de production, ni changer d'organisation, ni rien. Seulement, l'entreprise va se réorganiser en interne pour faire face à une demande suffisamment à temps pour faire face à cette augmentation prévue, anticipée, connue, maîtrisée. Donc, cette flexibilité se définit par rapport à un environnement stable. Par exemple, la Cosima, qui fabrique le sucre, prévoit des stocks supplémentaires de sucre pendant le mois de l'été. Donc, durant le mois d'été, c'est que la consommation, elle augmente. Les fêtes, le Hajj, etc. Donc, les gens achètent beaucoup de sucre. Donc, il sait que le mois d'été, il y a une augmentation de sucre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'organiser en interne pour produire suffisamment à l'avance. Donc, il n'y aura pas, c'est ce qu'on appelle la flexibilité statique, sans changer de capacité. Il y a la flexibilité dynamique, c'est-à-dire la capacité à réagir à l'imprévisible. On n'est pas dans un environnement stable, qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on peut anticiper, parce que les changements, l'évolution, l'environnement et les dynamiques, donc ils changent. Le produit peut être du jour au lendemain démodé, donc on est
il y a une grande concurrence, donc l'environnement est perturbé. Donc la flexibilité dynamique se manifeste par le temps de production pour répondre à une demande précise, non prévue. Ça veut dire que, est-ce que l'entreprise est capable de changer, d'augmenter ou de diminuer sa capacité pour répondre vite à un changement au niveau de la demande. Donc, c'est ce qu'on appelle la flexibilité dynamique, un changement de capacité. Supposons que l'entreprise est là, ils sont en train de produire, tout à coup, une commande vient qui tombe d'un grand fournisseur, une très grande quantité qui dépasse les capacités habituelles. Donc l'entreprise est là. Elle doit être flexible, dynamique, en ce sens qu'elle peut augmenter sa capacité de production pour répondre à cette demande. On appelle ça une flexibilité dynamique. C'est surtout l'exemple des confectionneurs marocains. Leur flexibilité dynamique est mesurée par le temps mis pour réaliser une commande de confection de chemise, par exemple, donnée par un donneur français. Je prends l'exemple d'un donneur d'ordre en France. Par exemple, la chaîne de distribution Carrefour. Il veut une commande de chemise pour le mois la première semaine du mois de janvier. Une très grande commande, très intéressante pour l'entreprise, pour le sous-traitant. Alors l'entreprise marocaine sous-traitante, elle peut avoir une flexibilité dynamique quand elle réagit vite, quand elle peut fabriquer ces quantités importantes pour le mois, dans un court temps, un temps court. Donc, il a la capacité de suivre ce qu'on appelle une flexibilité dynamique. L'autre objectif de la logique productive, c'est la productivité. Donc, la productivité, c'est un facteur de compétitivité également. C'est ce qu'on appelle l'efficience. C'est comment produire avec le minimum de coûts. Donc, c'est le ratio de coefficients, ou c'est un coefficient entre la production, c'est-à-dire les quantités produites, et les facteurs employés pour réaliser cette production. C'est ce qu'on appelle l'efficience. Et on peut parler de productivité de la main-d'œuvre, on parle de la productivité du capital, on parle de la productivité de l'investissement, de la productivité globale. Et c'est pour cela qu'on parle de gain quand on parle de productivité, on parle de gain de productivité. Et ces gains de productivité peuvent résulter soit d'une économie de facteurs de production à niveau de production égal. Je prends par exemple une entreprise A et une entreprise B. Je prends deux types de gains de productivité. Soit des gains de productivité qui résultent d'économies de facteurs de production, c'est-à-dire on minimise des facteurs de production. Mais la production est la même, reste la même. Par exemple, une entreprise A qui produit 100 unités et une entreprise B qui produit également 100 unités. Mais l'effectif de l'entreprise A, elle emploie 10 salariés, alors que l'entreprise B emploie 8 salariés. Donc, on a ici un gain de productivité. Pourquoi? Parce que pour le même produit, pour la même production, 100 unités, une entreprise emploie 10 salariés, alors que l'autre n'emploie
qu'un effectif de 8 salariés. Donc, il y a un gain de productivité. On appelle ça un gain de productivité résultant de l'économie de facteurs. Quel facteur ici? C'est la main-d'œuvre. Au lieu de 10 employés par A pour produire son unité, il n'y a que 8 salariés employés par l'entreprise B pour produire la même production de son unité. L'autre type de gain de productivité, c'est un gain de productivité qui résulte d'un accroissement de la production. Toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire, et je prends un autre exemple, soit toujours l'entreprise A, et l'entreprise B qui utilise le même effectif, 10 salariés. Mais l'entreprise A, avec 10 salariés, elle produit 100, alors que l'entreprise B, avec le même effectif 10 salariés, elle produit 120. Donc il y a un gain de productivité de 20 qui résulte d'un accroissement de la production. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que l'effectif est resté le même. Donc les gains de productivité, elles sont dus soit au progrès technique, c'est-à-dire les innovations. Quand on innove, on économise beaucoup de choses, on crée de nouveaux produits, donc, et aux qualifications des salariés, les salariés deviennent experts, ils produisent plus, et à une meilleure relation dans le travail. Les gens sont satisfaits, donc ils produisent mieux. Donc les gains de productivité peuvent résulter soit des salariés, soit de l'organisation du travail, soit d'une meilleure relation dans le travail. Finalement, on peut dire que la productivité, c'est un facteur de compétitivité qui permet la baisse du coût unitaire de production. Donc, nous allons étudier maintenant l'évolution des techniques de production. Comment ils évoluent dans le temps? C'est ce qu'on appelle la productique. La productique, c'est un concept qui date des années 80 et il se définit comme l'intégration de l'informatique aux moyens de production. Donc la productique vise à améliorer l'ensemble des méthodes et des moyens de production industrielle. Et c'est ainsi qu'on trouve par exemple la conception assistée par ordinateur, le CAO, qui réduit le temps de calcul dans la modélisation de géométrique, de dessin automatique, les études des mouvements, ce qu'on appelle la cinétique. Il y a la fabrication assistée par ordinateur, la FAO, qui est la transcription, la reproduction des dessins venant de la CAO, la conception assistée par ordinateur. Elle va traduire les dessins en tâches de fabrication effectuées par des machines-outils qui sont dirigées par un ordinateur au lieu de l'homme. Donc on a introduit l'informatique dans la fabrication, comme les machines à commande numérique, par exemple, les robots polyvalents. Et il y a la gestion de la production assistée par ordinateur, ce qu'on appelle la GPAO. On a introduit également, même dans la gestion de production, cette technique elle améliore la productivité, comme les contrôles des charges, le poste de travail, elle lance leurs ordres de fabrication automatiquement, elle précise les lots. Donc tout se fait automatiquement grâce à l'informatique industrielle. Il y a aussi la maintenance assistée par ordinateur, la MAO. Il y a le dessin industriel qui est assisté également par ordinateur, la DAO. Donc, etc. Donc, la productique, maintenant, c'est elle qui est en vogue. On a automatisé la production. Au lieu d'utiliser la main-d'œuvre, c'est l'informatique qui va remplacer. Et quand on parle de l'informatique, c'est plus de qualité, c'est plus de précision, c'est plus
de quantité. Donc, car on a tout informatisé. Donc, et l'objectif de la productique, c'est d'améliorer l'ensemble des méthodes et des moyens de production industrielle grâce, justement, à l'introduction de l'outil informatique.